le monde tourne. Direction la Birmanie, refusant de tirer sur leurs concitoyens. Les informations pullulent. Tout de suite, voici les informations. C'est le moment d'ouvrir la page internationale avec Erlich Dorelas depuis Boston, Massachusetts. Mesdames, Messieurs, bonsoir. Depuis la côte est des États-Unis, Boston, Massachusetts, la capitale des grandes universités du monde, Erlich Dorelas s'installe dans sa newsroom pour présenter la page internationale au grand journal du 14h. Jacques Mel pour présenter ce grand journal. Joannel François et Smith, Jean-Julien. Robans assure les manœuvres techniques. Bonsoir aux auditeurs de la radio évangélique Hosanna, 102.3 FM à Jacques Mel. Tunisie, coup de force du président Saïd. Les affrontements ont éclaté lundi devant le Parlement tunisien, au lendemain de la suspension de ses activités par le président Kais Saïed du limogeage du Premier ministre, plongeant la jeune démocratie dans une crise constitutionnelle. Voici un reportage signé TV5 Monde. Devant le Parlement barricadé par l'armée, les partisans du président tunisien font face au soutien du parti Ennahda. Retranchés dans ces voitures noires, des députés de la formation islamiste majoritaire dans l'hémicycle et son chef de file, Rached Ghannouchi, président de l'Assemblée, empêché d'y pénétrer, occupent les lieux depuis le milieu de la nuit. Les décisions du président Kais Saïed ne sont pas correctes. Elles vont contre la Constitution et la réalité. Voir l'armée verrouiller le Parlement, c'est scandaleux. Une armée qui met en application les décisions surprises du chef de l'État. Dimanche soir, à l'issue d'une réunion d'urgence avec les représentants du pouvoir militaire et des forces de police, Kais Saïed annonce la suspension du Parlement pour un mois, la levée de l'immunité parlementaire, ainsi que le limogeage du Premier ministre, soutenu par Ennahda. Le président de la République se chargera du pouvoir exécutif avec l'aide du gouvernement qui sera dirigé par un nouveau chef désigné par le président de la République. Un coup de force après une journée de manifestations à travers tout le pays contre les dirigeants tunisiens et le parti Ennahda en particulier. Des milliers de protestataires exaspérés par les conflits partisans qui paralysent les travaux de l'Assemblée et par un gouvernement jugé incapable de gérer la crise sanitaire. En pleine nuit, après son allocution, malgré le couvre-feu, Kais Saïed s'offre un bain de foule. Pendant que Rached Ghannouchi se voit refuser l'accès au Parlement. D'après notre Constitution, les mesures annoncées sont fondamentalement un coup d'État. Ça ne porte pas d'autre nom. Selon la Constitution tunisienne, les prérogatives du président se limitent à la diplomatie et à la sécurité. Mais Kais Saïed, constitutionnaliste de formation, élu sans étiquette à plus de 70%, invoque l'article 80 qui lui permet de prendre des mesures exceptionnelles en cas de danger imminent pour le pays. Mais le texte n'est pas clair. Ce lundi, les forces de sécurité ont procédé à la fermeture des bureaux de la chaîne qatari Al Jazeera à Tunis, réputée proche des islamistes tunisiens. En Afghanistan, l'ONU alerte sur la hausse du nombre de victimes civiles. L'ONU tire la sonnette d'alarme. Un nombre sans précédent de civils vont être tués ou blessés en Afghanistan en 2021. En cas de poursuite des combats, ces derniers sont intensifiés depuis le lancement en mai d'une offensive généralisée des talibans. Voici un reportage signé Euronews. Les chiffres sont alarmants. En Afghanistan, un nouveau record du nombre de victimes civiles a été atteint selon la mission d'assistance des Nations Unies. Son rapport montre une augmentation depuis le mois de mai, c'est-à-dire lorsque les forces militaires internationales ont commencé leur retrait et que les combats se sont intensifiés à la suite d'une offensive des talibans. Ce que nous voyons maintenant dans les combats, ce sont des Afghans qui affrontent des Afghans. Au cours des 6 premiers mois de l'année, nous avons vu plus de 5000 victimes civiles, c'est-à-dire 50% de plus par rapport à la même période l'année dernière. Nous avons dit aux dirigeants qu'ils doivent faire plus pour mettre fin au conflit afin de protéger leur peuple. Tous, les Afghans, femmes, hommes, garçons, fillettes, il faut les protéger du mal. Les femmes et les enfants représentent près de la moitié de ces civils tués et blessés. Sur le terrain, les violences se sont intensifiées au cours de ces 2 derniers mois. Les talibans mènent des offensives d'envergure contre les forces gouvernementales qui ont dû décréter un couvre-feu sur la majeure partie du territoire.
Au Liban, l'homme d'affaires Najib Mikati désigné pour former un nouveau gouvernement. Le président libanais Michel Aoun a chargé lundi Najib Mikati, ex-premier ministre, de former un nouveau gouvernement après l'échec de ses prédécesseurs, à mettre en place un cabinet censé lancer des réformes pour sortir le Liban d'une crise socio-économique inédite. Retrouvant l'envoyé spécial de France 24, Zeita Antoninos, pour un décryptage. Effectivement, Najib Mikati vient d'être désigné après des tractations de 9 mois entre Saad Hariri, qui était Premier ministre désigné, et le président Aoun, des tractations qui n'ont abouti à aucun gouvernement au final. Ce n'était qu'une attente de plus pour les Libanais. Je rappelle que Saad Hariri avait occupé ce poste juste après les explosions du port de Beyrouth, lorsque le gouvernement de Hassan Diab avait été obligé de démissionner. Najib Mikati, c'est un milliardaire originaire de Tripoli. Il est déjà connu du grand public. Il a été Premier ministre en 2005, puis entre 2011 et 2014. Il revient pour occuper ce poste dans un moment clé de l'histoire du Liban qui souffre d'une crise économique grave, d'une paupérisation galopante. Un signe un peu positif, juste dès que l'on a su qu'on aurait un nouveau Premier ministre, eh bien, la livre libanaise qui connaît une très forte dévaluation, est montée en flèche aujourd'hui face au dollar américain. Elle a enregistré 16 500 livres pour $1, alors qu'on avait frôlé les 25 000 livres pour $1. Reste à se poser la question de savoir si Najib Mikati réussira à mettre en place un gouvernement très vite. Certains disent qu'il compte former une nouvelle équipe ministérielle avant le 4 août, date du premier anniversaire des explosions de Beyrouth. Quelle sera la forme de ce gouvernement? Est-ce que ce sera un gouvernement d'experts, comme l'avait souhaité Hariri avant lui? Quoi qu'il en soit, il est de plus en plus urgent aujourd'hui au Liban de mettre en place un gouvernement qui soit capable d'enclencher des réformes et de mettre le pays sur la voie des aides internationales. Au Nigeria, 28 élèves enlevés en juillet ont retrouvé leur famille. 28 des 121 élèves nigérianes enlevés dans un lycée ont retrouvé leurs parents. Elles ont été libérées dimanche par les kidnappeurs. Voici un reportage signé Africa News. 28 des 121 élèves nigérians enlevés dans un lycée ont retrouvé leurs parents. Ils ont été libérés dimanche par les kidnappeurs. Le 5 juillet, les ravisseurs étaient entrés dans le lycée de Bethel Baptiste dans la ville de Damichi, au nord du pays, pour kidnapper une centaine d'enfants. Les familles espèrent que les autres élèves seront libérés dans les prochains jours. Je ne sais pas comment j'étais très heureuse. Je n'ai pas perdu espoir, je ne perds pas espoir. Il y a une raison même pour manger. Et aujourd'hui, alors que je suis entrée dans ce bâtiment, j'ai fait un signe aux personnes que je connais, parce que la nuit dernière, je n'ai pas pu dormir. Je pensais que ma fille ne viendrait pas. Depuis l'enlèvement en juillet dernier, les parents des élèves s'étaient rendus tous les jours à l'intérieur de l'école pour prier et demander à ce que justice soit faite. Ce qui s'est passé aujourd'hui est pratiquement l'intervention de Dieu, parce que nous n'avons pas le pouvoir de retourner le cœur des personnes qui ont pris ces enfants. Les kidnappeurs nous ont seulement dit « allez à cet endroit et trouvez-les ». Nous y sommes allés et nous les avons trouvés. D'autres fois, ils nous ont dit ça et nous ne les avons jamais trouvés. Mais cette fois-ci, nous les avons trouvés. On espère qu'ils appelleront à nouveau et qu'on continuera à les trouver. Selon les Nations Unies, au moins 950 élèves ont été enlevés par des hommes armés depuis le mois de décembre au Nigeria. Plus de la moitié des enlèvements ont eu lieu au cours des 2 derniers mois. Dossier spécial de la page internationale au Grand Journal pour aujourd'hui sur le coronavirus. Direction la Chine, le virus toujours bien présent en Chine. La maladie est toujours là, y compris en Chine où un nouveau cluster vient d'être identifié à la frontière birmane. Résultat, Pékin a ordonné la mise sous cloche d'une ville de 200 000 habitants. Le pays a par ailleurs indiqué refuser de collaborer avec l'OMS sur son enquête sur l'origine du virus. Voici un dossier spécial de nos confrères de la chaîne 5 à l'émission C'est dans l'air. On y va tout de suite. L'inventivité des autorités de santé chinoises, un clip de rap pour booster la campagne de vaccination. Officiellement en Chine, déjà 1,4 milliard de doses injectées, mais pour quel taux d'immunité? Les autorités verrouillent leur communication.
Selon une étude britannique, l'un des vaccins chinois, le Coronavac, produirait 10 fois moins d'anticorps que le Pfizer. Dans la mesure où nos vaccins ne protègent pas à 100%, nous devons augmenter la part de la population vaccinée. Il va falloir atteindre au moins 80 à 85% de personnes vaccinées. Objectif, atteindre l'immunité collective d'ici la fin de l'année. Alors la Chine envisage même de vacciner les enfants à partir de 3 ans. Depuis le début de la crise, politique de tolérance zéro avec le virus. Mais aujourd'hui, dans les rues de Pékin, la vie sans masque obligatoire comme si de rien n'était. On peut vivre vraiment plus ou moins normalement. On va dans des restaurants, on va dans des bars, dans les cinémas, dans les musées, même dans les boîtes de nuit, sans trop penser au Covid, sans trop de réglementation. Dans les zones où le virus réapparaît, comme à Juli à la frontière avec la Birmanie, les autorités vont jusqu'à durcir la surveillance. Grâce à la reconnaissance faciale, un scan du visage suffit pour connaître l'identité et les données de santé de chaque individu. Donc chaque personne a un code QR individualisé et qui permet aux autorités de potentiellement traquer tous leurs mouvements et de pouvoir identifier tout le monde dans la ville. Mais c'est plus un cas particulier, même si tous ces instruments existent de façon séparée dans le reste de la Chine. Éradiquer le virus par tous les moyens, quitte à rendre les frontières presque infranchissables. Même et surtout pour les enquêteurs de l'OMS qui tentent de poursuivre leurs investigations sur l'origine du virus. Nous demandons à la Chine d'être transparente, ouverte et de coopérer. Nous avons besoin d'informations. D'informations directes sur la situation de ce laboratoire avant et au début de la pandémie. Fin de non-recevoir des autorités chinoises. Entre autoritarisme et verrouillage, Pékin refuse catégoriquement de collaborer avec l'OMS. Pour être honnête, lorsque j'ai vu la proposition de l'OMS de faire une deuxième étape de l'enquête sur l'origine du Covid-19, j'ai été très surpris. L'hypothèse de recherche est que la Chine aurait violé les procédures de laboratoire, ce qui aurait provoqué une fuite du virus. C'est un manque de bon sens et une arrogance envers la science. Concernant l'hypothèse d'une fuite de laboratoire, nous pensons qu'elle est extrêmement improbable. Il n'est pas nécessaire d'investir plus d'énergie et de ressources sur ce point. Dans quelques mois, Pékin doit accueillir les Jeux Olympiques d'hiver, alors que certains pays occidentaux envisagent déjà de boycotter l'événement. C'est la fin de la page internationale au grand journal du 14h pour aujourd'hui. Présentation Erlich Dorelas, production Ed Prod, réalisation Télé Beltor pour le compte de la radio évangélique Hosanna 102.3 FM. Un Jacques Maël, un soleil qui est à son zénith aujourd'hui dans la capitale des grandes universités du monde, Boston, Massachusetts. Boston, température 89 degrés Fahrenheit, 32 degrés Celsius. À Jacmel, 88 degrés Fahrenheit, 31 degrés Celsius. Bonsoir Jonel, bonsoir Smith, Jean-Julien, bonsoir Rubens, bonsoir aux auditeurs de la radio évangélique Hosanna 102.3 FM à Jacmel. Passez un excellent lundi en compagnie de la radio. Bonsoir, à demain. C'était la page internationale avec Erlich Dorelas.